Florence. Janvier 1348. Un homme arrive au port. Il vient de Gênes. Il a de la fièvre. Sous ses bras, sous ses aines, des gonflements. Noirs, durs, douloureux. Vous êtes appelé. Vous examinez l'homme. Vous ne reconnaissez pas ce que vous voyez. Et vous êtes médecin depuis 15 ans. C'est votre vie. En tant que médecin pendant la peste noire, Florence, 1348. Vous avez 38 ans. Vous avez étudié à Bologne pendant 7 ans. Vous connaissez Galien. Vous connaissez Avicenne. Vous connaissez les 4 humeurs. Le sang, la bile jaune, la bile noire, le flegme. La maladie vient d'un déséquilibre des humeurs. C'est ce qu'on vous a enseigné. C'est ce que vous croyez. C'est ce qui est faux. Mais vous ne le savez pas encore. Personne ne le sait encore. Il faudra 500 ans pour que quelqu'un comprenne ce qui tue vos patients. En janvier 1348, vous avez les meilleures connaissances médicales disponibles en Europe. Et ces connaissances ne vous servent à rien contre ce qui arrive. La première semaine, il y a 12 cas. Vous les traitez selon ce que vous savez. Saignée pour rééquilibrer les humeurs, herbes aromatiques pour purifier l'air, conseils de repos et de prière. 12 patients. 9 morts en 48 heures. Vous n'avez jamais perdu 9 patients en une semaine. En 15 ans de médecine, jamais. La deuxième semaine, il y a 40 cas. Vous ne dormez plus vraiment. Vous allez d'une maison à l'autre du matin au soir. La même scène se répète. Les gonflements, la fièvre, le noircissement de la peau, la mort en 2 jours, parfois en 1 jour, parfois en quelques heures. Un homme vous appelle pour son père au matin. Son père est mort quand vous arrivez à midi. Vous commencez à comprendre que vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est le moment le plus difficile dans la vie d'un médecin. Pas l'impuissance. L'impuissance, vous la connaissez. L'incompréhension totale. Ne pas savoir ce que vous regardez. Ne pas savoir ce qui tue. Ne pas savoir si ce que vous faites aide ou aggrave. La 3e semaine, les gens commencent à fuir. Les riches d'abord. Ils ont des maisons à la campagne. Ils partent. Vous ne les jugez pas. Si vous aviez une maison à la campagne, peut-être que vous partiriez aussi. Mais vous n'en avez pas. Et vous êtes médecin. Alors vous restez. Un de vos collègues part en février. Il vous dit qu'il reviendra quand ce sera terminé. Il ne reviendra pas. Pas parce qu'il mourra ailleurs, mais parce qu'il ne pourra pas regarder en face ce qu'il a fui. Certaines fuites sont permanentes. Vous ne lui en voulez pas. La peur de mourir est la chose la plus humaine qui soit. La 4e semaine. Florence change. Les rues sont différentes. Moins de bruit, moins de monde. Les marchés sont à moitié vides. Les enfants ne jouent plus dans les rues. Les cloches des églises sonnent sans arrêt. Pour les morts. Il y a tellement de morts que les cloches sonnent en continu du matin au soir. Puis les autorités interdisent de sonner les cloches, parce que le bruit des cloches permanentes terrifiait les vivants. Boccace est dans la ville. Vous le connaissez de vue. Il observe tout. Il écrit tout. Plus tard, il fera de cette catastrophe le décor du Décaméron. 10 personnes qui fuient à Florence et se racontent des histoires pour survivre psychologiquement. La littérature naissant de la terreur. Vous n'avez pas le temps d'écrire. Vous avez des patients. Le masque que vous portez, le bec d'oiseau rempli d'herbes aromatiques, ne vous protège de rien. Vous ne le savez pas. Vous pensez que l'air miasmatique cause la maladie. Vous pensez que les herbes filtrent l'air mauvais. C'est une bactérie. Yersinia pestis. Elle voyage sur les puces. Les puces voyagent sur les rats. Les rats voyagent sur les bateaux de commerce. Cette chaîne simple et terrible, vous ne la connaîtrez jamais. Ce que vous verrez toute votre vie, c'est la maladie sans cause visible, la mort sans explication, le mois de mars. La moitié de votre quartier est mort ou parti. Vous traitez des familles entières, le père, puis la mère, puis les enfants. Souvent, vous arrivez, et il n'y a plus personne à traiter. Juste des corps. Vous faites appeler les fossoyeurs. Les fossoyeurs ne suffisent plus. La ville engage des condamnés.
des criminels libérés de prison pour enterrer les morts. Ils meurent aussi. On commence à mettre plusieurs corps dans la même fosse, puis des fosses communes. Puis on laisse les corps dans les rues la nuit, ramassés le matin. Vous voyez ça chaque jour. Et chaque jour, vous vous levez et vous recommencez. Pas parce que vous êtes un héros. Parce que quelqu'un doit le faire. Et que vous êtes là. Avril 1348. Vous tombez malade. La fièvre monte en quelques heures. Vous reconnaissez les symptômes immédiatement. Vous savez ce que ça veut dire. Vous pensez à votre femme. Elle est partie chez sa sœur en Toscane en février. Vous l'avez envoyée vous-même. Vous pensez à vos patients. Vous pensez à Galien et à ses humeurs et à tout ce que vous avez appris qui n'a servi à rien. Vous pensez que vous allez peut-être mourir dans les 48 heures. Et puis, vous ne mourrez pas. Une semaine plus tard, la fièvre tombe. Les gonflements réduisent. Vous survivez. Pourquoi vous et pas les autres? Vous ne saurez jamais. Ce que vous saurez, c'est que vous avez survécu et que la ville a encore besoin de médecins. Alors vous vous levez et vous recommencez. L'été 1348. La peste commence à reculer à Florence. Pas parce qu'on l'a traitée, parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire et qu'elle passe ailleurs. Elle va vers le nord, vers la France, vers l'Angleterre, vers la Scandinavie. Elle prendra encore 2 ans pour traverser l'Europe. Mais à Florence, la mort ralentit. Vous marchez dans les rues de la ville. Vous essayez de compter. Avant la peste, Florence avait 100 000 habitants. Après, 60 000, 40 000 personnes, en 8 mois. Dans une seule ville. L'Europe entière perdra entre un tiers et la moitié de sa population. 25 millions de morts, en 4 ans. La catastrophe démographique la plus grande de l'histoire humaine avant le XXe siècle. Et vous avez traversé ça, dans une ville, avec vos herbes et vos saignées inutiles, en faisant tout de travers du point de vue scientifique, et en restant quand même. Ce qui change après la peste, vous ne le verrez pas entièrement de votre vivant. Mais ça change tout. La main-d'œuvre a été décimée, les survivants peuvent négocier leur salaire, le servage commence à se fissurer, les paysans qui restent ont plus de valeur, la propriété des morts sans héritier se redistribue, l'Église perd de l'autorité. Elle n'a pas pu expliquer ni arrêter la catastrophe. Les universités de médecine commencent, très lentement, à remettre en question Galien, parce que Galien était clairement insuffisant. La Renaissance, cette explosion de pensées nouvelles, naît en partie de là, de la rupture que la peste a créée avec l'ordre ancien, du monde d'avant qui ne peut pas être restauré. Vous avez soigné avec les mauvais outils. Vous êtes resté quand d'autres sont partis. Vous avez survécu à la maladie que vous ne pouviez pas guérir. Et vous avez continué, pas parce que vous saviez, parce que vous étiez là, et que quelqu'un devait l'être. Vous ne saviez pas comment la guérir. Vous êtes resté quand même. Si vous voulez comprendre ce que ça faisait vraiment, pas les chiffres, pas les dates, mais ce que c'était d'être un être humain au milieu de l'incompréhensible, abonnez-vous. Chaque semaine, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a traversé quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. La prochaine fois, une autre vie impossible vous attend. Abonnez-vous pour ne pas manquer qui vous devenez ensuite.